Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. L'ancien président américain Donald Trump est confronté à une avalanche d'accusations de malversation juridique concernant la conservation illégale de documents ultra secrets après son mandat en 2021. Les charges ont été dévoilées vendredi devant un tribunal fédéral de Floride. Trump, favori pour l'investiture républicaine pour les élections présidentielles de 2024 et dont la popularité parmi les électeurs ne faiblit pas, insiste sur son innocence et dénonce une chasse aux sorcières politique. Des experts juridiques estiment que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, aura fort à faire pour se défendre contre les accusations selon lesquelles il aurait conservé illégalement des documents ultra secrets après avoir quitté la Maison-Blanche en 2021. Les 37 chefs d'accusation retenus contre lui ont été dévoilés vendredi devant un tribunal fédéral de Floride et comprennent des violations de la loi sur l'espionnage, une obstruction à la justice, un complot et de fausses déclarations. Des experts en droit de la sécurité nationale affirment que les preuves contenues dans l'acte d'accusation étayent l'allégation des procureurs selon laquelle Trump a pris illégalement les documents et ensuite tenté de le dissimuler. Voici Craig Green, professeur de droit à l'université de Temple. Vous savez, encore une fois, ces questions d'intention deviennent très importantes. Plus Trump a été impliqué et attentif à l'emplacement des boîtes, plus il lui est difficile de dire « Oh, c'était juste une erreur ». Il semble très clair qu'il était personnellement impliqué, qu'il avait beaucoup à dire sur l'emplacement des boîtes. De plus, de nombreux éléments laissent à penser qu'il savait pertinemment qu'il y avait des informations et des documents relatifs à la défense nationale à l'intérieur. L'inculpation d'un ancien président des États-Unis pour des charges fédérales est sans précédent dans l'histoire des États-Unis et survient à un moment où Trump est le favori pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024. Les péripéties judiciaires qu'il a traversées n'ont pas entamé sa popularité auprès des électeurs selon les sondages Reuters-Ipsos. De son côté, Trump clame son innocence et qualifie l'affaire de chasse aux sorcières orchestrée par ses ennemis politiques. Cette persécution vicieuse est une parodie de justice. Nous assistons à la tentative de Joe Biden d'essayer d'emprisonner son principal adversaire politique, un adversaire qui le bat largement dans les sondages. De la même manière qu'ils le font en Russie stalinienne ou en Chine communiste. Jeudi soir sur Twitter, Elon Musk a commenté l'affaire, lançant un avertissement au ministère de la Justice. Il semble y avoir un intérêt bien plus élevé à poursuivre Trump par rapport à d'autres personnes en politique. Il est très important que le système judiciaire réfute ce qui semble être une application différentielle, sinon il perdra la confiance du public. En théorie, les inculpations pourraient conduire à des dizaines d'années de prison s'il était condamné, mais les analystes estiment qu'un juge fédéral pourrait imposer une peine beaucoup plus légère si Trump plaidait coupable. Mark Zaid, avocat spécialisé dans la défense de la sécurité nationale, a déclaré que combattre les accusations lors du procès pourrait être la meilleure stratégie pour Trump. Demain, Trump doit comparaître pour la première fois dans cette affaire devant un tribunal de Miami, la veille de son 77e anniversaire. Cette annonce de la dernière inculpation de l'ancien président Trump suscite de nombreuses réactions. Afin d'analyser les faits qui lui sont reprochés et la légitimité des accusations, Tiffany Mayer de NTD s'est entretenue avec l'ancienne avocate de Trump, Jenna Ellis. Jenna Ellis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Jenna, vous avez lu cet acte d'accusation de 48 pages. Quelles sont les principales allégations ? Eh bien, dans l'ensemble, l'acte de 37 chefs d'accusation est très sérieux. Il allègue que le président Trump et l'un de ses collaborateurs ont mal géré des documents classifiés. Le ministère de la Justice les poursuit en vertu de la loi sur l'espionnage et de certaines accusations de complot liées à la façon dont ils ont interagi avec le FBI lorsque l'on a découvert que des documents classifiés étaient conservés à Mar-a-Lago. Sur ce point, beaucoup de gens parlent de chasse aux sorcières. Mais quelle est la gravité de la situation ? Les accusations sont-elles légitimes ? Je pense que l'opinion publique réagit à cet acte d'accusation de la même manière qu'elle a réagi à l'acte d'accusation du procureur de Manhattan. Selon que vous aimiez ou détestiez le président Trump, vous penserez
qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières et d'une poursuite à des fins politiques, ou au contraire qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse. J'imagine que s'il s'agissait de l'ancien président Obama, nous aurions la réaction exactement inverse de la part de tous les commentateurs politiques. Ainsi, d'un point de vue purement juridique et d'un point de vue d'équité fondamentale, je pense que cet acte d'accusation est beaucoup plus grave que l'acte d'accusation du procureur de Manhattan, Alvin Bragg. L'inculpation ne semble pas tant motivée par des considérations politiques et repose sur des allégations selon lesquelles, une fois que des documents classifiés ont été découverts à Mar-a-Lago, le président Trump et ses collaborateurs ont réagi à ces découvertes et ont interagi avec le ministère de la Justice. Il s'agit donc simplement de la base de leur conduite sans qu'ils aient été spécifiquement ciblés. Je pense donc qu'il s'agit d'une question juridique très différente. Maintenant, la question clé est de savoir si cette conduite reflète ou non une activité criminelle. Et pour continuer sur cette question clé, s'il s'agit d'une activité criminelle, qu'est-ce qui la rend criminelle ? Il s'agit des documents classifiés et de savoir s'ils l'étaient ou non, si le président Trump les a partagés alors qu'il n'était pas en mesure de le faire légalement et si le ministère de la Justice coche ou non les cases de la conspiration dont on l'accuse ici. Je pense donc qu'au fur et à mesure que nous examinerons cet acte d'accusation et qu'il y aura plus de discussions et de débats, la question sera de savoir s'il y avait ou non une intention d'aller à l'encontre de la loi et si le ministère de la Justice peut s'acquitter de sa charge de la preuve pour démontrer qu'il y avait une intention et un élément de comportement criminel réel ici. En parlant d'une manière générale, quel type de défense l'équipe de Trump pourrait-elle mettre en place selon vous ? Jusqu'à présent, leurs avocats ont vraiment mis en place une défense fondée sur l'équité fondamentale qui, à mon avis, ne sera pas une défense complète sur le fond. Maintenant, la question de savoir si Joe Biden ou quelqu'un d'autre comme le vice-président Mike Pence, l'ancien vice-président, devrait également être inculpé pour leur propre manipulation de documents classifiés, la question de savoir si le président Trump est ou non coupable de la conduite alléguée par le ministère de la Justice est en réalité sans grande importance. C'est donc tout ce que j'ai entendu de la part de l'équipe juridique de Trump en ce qui concerne les médias. Mais je suis sûre qu'ils vont présenter des défenses plus substantielles dans certaines de leurs motions à venir. Ils vont bien sûr faire de leur mieux et j'attends avec impatience de voir leurs motions lorsqu'ils les soumettront. Jenna Ellis, merci beaucoup. Et pour aller plus loin dans l'analyse de l'acte d'accusation contre Trump, Arlene Richards de NTD s'est entretenue avec l'ancien procureur David Chestokaz pour savoir ce que l'on peut attendre de la suite des événements. L'ancien président Trump a été inculpé pour la deuxième fois en l'espace de 2 mois. Je me suis entretenue avec l'ancien procureur David Chestokaz pour avoir son analyse. Pourriez-vous nous dire quelle pourrait être la suite des événements ? La prochaine chose qui va se passer est que mardi après-midi, le président doit comparaître devant un tribunal fédéral à Miami. À ce moment-là, il sera mis en accusation selon le terme utilisé, c'est-à-dire qu'il sera informé officiellement, formellement, des charges qui pèsent sur lui. Il est assez typique dans ces circonstances de renoncer à ce qu'ils appellent la lecture formelle, de sorte qu'ils n'ont pas à lire. D'après ce que j'ai compris, j'ai entendu dire que c'est un document de 47 pages, de sorte qu'ils n'ont pas à lire tout le document. Généralement, l'avocat se lève et dit « Votre honneur, nous renonçons à la lecture formelle et nous plaidons non coupables ». Il s'agit alors de la première étape, du premier échange qui a lieu au tribunal à ce moment-là. Selon cet ancien procureur, de nombreux cas impliquant la loi sur les documents présidentiels donnent au président la pleine autorité pour les classer en dernier lieu. Il pense que l'équipe juridique de Trump devrait essayer de faire rejeter l'affaire. En ce qui concerne la loi sur l'espionnage, l'État ou le gouvernement fédéral devra prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Trump avait des documents, ce qui est vraisemblablement le cas. Premièrement, bien sûr, que Trump avait les documents. C'était vraisemblablement le cas. Deuxièmement, il s'agira de prouver que ces documents étaient liés à la défense nationale. Troisièmement, qu'il n'était pas autorisé d'une manière ou d'une autre à avoir les documents. Et quatrièmement, ils doivent prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas autorisés à détenir ces documents. Il s'agit là d'obstacles de taille pour que ces poursuites puissent avoir lieu. Toutefois, il reconnaît que l'enregistrement dans lequel Trump aurait admis détenir un document qu'il n'a pas déclassifié pourrait être un élément de preuve utilisé pour prouver le 4e critère,
qu'il savait qu'il n'était pas autorisé à détenir ce document. Mais qu'en est-il alors de l'affaire des documents classifiés du président Biden? En ce qui concerne la mauvaise manipulation des documents, en quoi ce qu'a fait le président Trump est-il différent de ce qu'a fait le président Biden? Je crois savoir que les documents découverts dans les différents locaux de Biden, dans son bureau du centre Penn Biden et dans son garage, pour ce que j'en sais, ne datent pas de l'époque où Biden était président. Ils datent de l'époque où il était vice-président et sénateur des États-Unis. Il a occupé des fonctions qui n'ont pas le même type d'autorité pour déclassifier ou déterminer si quelque chose est un dossier présidentiel ou un dossier personnel. Dans ce cas, il me semble que dans l'affaire Biden, il est beaucoup plus clair et net qu'il a été en violation de, peut-être l'espionnage, acte, et qu'il a échoué à prendre soin de ces choses. David Shestokas, merci beaucoup. Et restons sur la scène internationale pour revenir sur l'effondrement d'une partie du grand barrage Kakhovka en Ukraine mardi dernier. Kiev affirme détenir des preuves que la Russie est à l'origine de la destruction du barrage. De son côté, la Russie annonce qu'elle prévoit d'envoyer des armes nucléaires en Biélorussie. Un reportage de Sam Wang de NTD. Les preuves s'accumulent, selon le service de renseignement ukrainien, qui affirme avoir intercepté un appel téléphonique prouvant que la Russie est à l'origine de l'explosion du barrage de Novakakhovka dans le sud de l'Ukraine. L'Agence nationale du renseignement a publié l'enregistrement audio sur sa chaîne Telegram, dans lequel un soldat russe présumé admet que le barrage a été détruit par son groupe de sabotage. La fondation de recherche norvégienne Norsar a déclaré que les données recueillies par les stations sismiques régionales montraient des signes clairs d'une explosion. Un fonctionnaire de Washington a déclaré au New York Times que les satellites espions américains avait également détecté l'explosion. Le barrage de Novakakhovka s'est effondré mardi dernier, ce qui a provoqué des inondations massives et forcé des milliers d'habitants à quitter leur maison. Vendredi, le président ukrainien Zelensky a déclaré qu'il allait apporter des solutions aux nombreux problèmes posés par la rupture du barrage. Et je suis sûr que, quelles que soient les difficultés, nous surmonterons les conséquences de cette catastrophe et de toute la malveillance russe. Au cours de la semaine dernière, des centaines d'Ukrainiens ont été sauvés depuis les toits dans les zones inondées. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le Kremlin déploierait des armes nucléaires en Biélorussie, son voisin allié, dès que les entrepôts seront opérationnels en juillet. Il convient de noter que c'est la première fois que la Russie transfère des armes hors de ses frontières depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Poutine a annoncé ce déploiement pour la première fois en mars, dans le but de mettre en garde l'OTAN contre son soutien à l'Ukraine. Le dirigeant a déclaré que l'Occident préparait une guerre par procuration, menaçant ainsi la Russie. À l'heure actuelle, le stock nucléaire russe reste le plus important au monde. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux surveillent de près le Kremlin dans sa guerre en Ukraine. Sam Wang, NTD Actualité. Et partons maintenant pour l'Autriche, où a eu lieu un rassemblement plutôt original. Des jumeaux originaires de toute l'Europe se sont rencontrés à Braunau pendant 3 jours. Cet événement est l'occasion de rire, de s'amuser, de tisser des liens et de partager des expériences sur le fait d'être le jumeau de quelqu'un. Colin Frederickson de NTD nous emmène à leur rencontre. Plongés dans un gigantesque groupe de jumeaux, ils sont à l'aise et ne redoutent pas de se faire remarquer en public. Ce qui est particulier, c'est qu'ici, nous avons l'occasion de découvrir comment les autres nous voient habituellement. On a un point de vue différent. D'habitude, nous sommes les jumelles et tout le monde nous regarde. Mais ici, le point de vue est différent. Maintenant, on peut regarder un tas d'autres jumeaux. Certains jumeaux essaient d'éviter d'être associés à leurs frères et sœurs dans la vie quotidienne, afin d'être reconnus dans leur individualité. Alors, dans la vie, normalement, on ne s'habille pas pareil. On fait tout pour ne pas se ressembler. On ne porte pas les mêmes lunettes et on essaye que les gens nous prennent pour 2 personnes et non pas pour une personne. Mais parfois c'est difficile. Mais d'autres utilisent le fait d'être jumeaux à leur avantage et jouent sur l'ambiguïté pour jouer des tours. Bien sûr, on en profite si on en a l'occasion. Peter a passé des examens importants pour moi. Il est bien meilleur en mathématiques. En échange, je l'ai laissé utiliser mon permis de conduire pendant un certain temps. L'organisateur a parlé de l'ampleur de l'événement.
La plupart des participants viennent d'Allemagne, beaucoup aussi de Suisse. L'Autriche, en tant que pays hôte, est bien sûr fortement représentée. Cette année, nous avons également des jumeaux venus de France. Mais lors des réunions précédentes, nous avions même des jumeaux originaires des États-Unis. Certains jumeaux disent que l'événement leur donne un fort sentiment d'appartenance à une communauté. Colin Frederickson, NTD Actualité. Et parlons maintenant du peintre néerlandais Vermeer. Une reproduction géante d'une de ses œuvres, La jeune fille à la perle, est exposée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette nouvelle exposition montre comment ce chef-d'œuvre de Vermeer a traversé les époques. Un reportage signé Andrew Thomas de NTD. La jeune fille à la perle est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Cette impression en 3D du chef-d'œuvre de Johannes Vermeer, d'une hauteur de 4 mètres, trône dans le hall d'entrée du musée Mauritshuis. Les visiteurs peuvent toucher la texture du tableau et en voir les moindres détails. Il s'agit évidemment d'un tableau que tout le monde connaît et aime et qui est très apprécié du public du musée Mauritshuis. Nous voulions que nos visiteurs aient une toute nouvelle expérience de ce tableau. La nouvelle exposition s'intitule « Qui est cette fille ?» Une présentation montre à quoi aurait ressemblé le tableau en 1665. Elle a des cils qui ne sont plus visibles, car les peintures ont changé avec le temps. Une partie de l'exposition montre donc à quoi la jeune fille aurait ressemblé lorsqu'elle a été fraîchement peinte par Vermeer en 1665. Il a fallu 88 heures pour scanner chaque détail du tableau. L'impression en 3D de cette œuvre massive a nécessité 200 heures de travail. La société Irox est à l'origine de cette prouesse technologique. Une peinture est considérée comme un objet plat, mais ce n'est pas le cas. On pense aussi qu'elle reste la même pour toujours. Mais il se passe beaucoup de choses à la surface. Des fissures apparaissent, les couleurs se dégradent. Les chercheurs ont également retracé l'origine des pigments utilisés par le peintre. Certains provenaient d'aussi loin que l'Amérique du Sud et l'Afghanistan. L'exposition « Qui est cette fille ?» est présentée jusqu'au 7 janvier 2024. Andrew Thomas, NTD Actualité. Certains trésors peuvent nous sembler moins beaux que d'autres, mais ne sont pas pour autant moins précieux. Une ancienne sculpture sur bois qui serait antérieure à Stonehenge a été découverte dans le Berkshire, en Angleterre, et il s'agirait de la plus ancienne sculpture en bois de Grande-Bretagne. La sculpture daterait d'environ 6000 ans et a été découverte en 2019. L'archéologue local a alors contacté l'organisation Historic England pour obtenir l'avis d'un expert. Aujourd'hui, Historic England a daté le spécimen de la fin de la période mésolithique, vers les années 4640 à 4605 avant Jésus-Christ. C'est le plus ancien morceau de bois sculpté à des fins décoratives jamais trouvé en Grande-Bretagne. Il ouvre vraiment une fenêtre sur le passé. Il nous permet d'envisager les hommes du Mésolithique sous un angle différent. Le morceau de chêne a été trouvé dans la tourbe lors de travaux de construction dans un village. Les marques sur le bois seraient similaires à la plus ancienne sculpture sur bois connue, découverte dans les montagnes de l'Oural en Russie. Le découvreur de l'artefact de l'Oural en a fait don à un musée. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe un très bon début de semaine et une excellente soirée sur NTD.